quand même, là, ouais, c'est... Nico, il est... Non, je vais m'endormir, là. L'ambiance et tout, je te jure. Hein. Bonjour Samra. Bonjour Fred. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi surtout de m'avoir invité. Je suis très flattée. Écoute, je suis très content de te recevoir. Alors, je te présente un peu. Donc, tu es notamment coach de vie. Tu as fondé The Queen Nation pour aider les femmes à se développer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu exactement ce que c'est ? Alors, Queen Nation, effectivement, je suis partie d'un constat que moi, personnellement, j'avais pas mal de blocages qui m'empêchaient d'avancer dans ma vie. Et je suis partie du principe que c'était juste hors de question. Quand quelque chose me faisait envie dans ma vie, comme quand tu as peur de l'avion alors que tu as envie de visiter le monde, bah, c'est juste hors de question. Donc, je cherche les solutions qui me permettront de réaliser ce que j'ai envie de réaliser, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et je me suis rendu compte que je pouvais aider beaucoup de gens, que beaucoup de femmes autour de moi avaient cette problématique-là, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on fout pas mal de choses sous le tapis, de plein de petites choses qui commencent à s'accumuler et on les voit uniquement que ça commence à te faire trébucher sur le tapis quand ça fait une montagne. Et donc voilà, donc j'ai créé Queen Nation et surtout, je me suis rendu compte aussi que beaucoup n'avaient pas conscience de la puissance qu'ils pouvaient avoir en eux ou en elles. C'est pour ça Queen, hein. C'est surtout vraiment comme un alter ego, tu vois, qu'on peut faire parler. Et qui nous permettrait de faire exactement ce qu'on a envie, comme on a envie, et en avoir rien à foutre du reste. Et de le faire exister, de s'imaginer, comment cet alter ego pourrait réagir dans sa vie pour réaliser les rêves que je veux moi. Et puis finalement, si tu as ces idées-là, tu te rends compte que ça vient de toi, quoi, tout simplement. Très bonne présentation. Quel a été ton premier échec de la journée aujourd'hui ? Mon premier échec de la journée, c'est d'arriver à l'heure ici. Non, mon premier échec. Alors justement, ça c'est intéressant ce truc-là, c'est que je savais que j'avais une marge de manœuvre. Je savais que c'était pas problématique pour toi, donc je me suis permis. Tu vois, je me suis pas mis la pression. Mais quand tu sais que ça passera pas en face, tu observeras un peu les gens qui sont souvent en retard. Ils le sont pas tout le temps. Quand ils savent qu'il n'y a pas moyen de moyenner, ils le sont pas. Ouais. Donc peut-être, je dirais pas que c'est mon échec parce que je l'assume complètement. Mais quelque part, tu aurais aimé être à l'heure quand même. Ouais, j'aurais aimé être à l'heure parce que je pars du principe que peut-être c'est un manque de respect, même si tu m'as laissé cette possibilité. Tu m'as dit c'est OK, si tu arrives un peu plus tard, c'est OK. Donc ouais, j'aurais aimé, mais... Et encore, non, même pas. Là-dessus, j'ai évolué sur ça. Avant, c'était important pour moi. On m'a dit tel horaire, même si on me dit écoute, je suis flexible. Non, on a dit que c'était ça. Ouais. J'apprends à écouter la personne en face, en fait, à m'adapter. Un peu la pression. Ouais, c'est vrai. Je me mettais beaucoup la pression, mais c'était ce que je ressentais moi. C'était pas nécessairement ce qu'on m'autorisait, tu vois, en face. Et du coup, je me concentre davantage sur ce que me disent les autres. C'est OK pour moi. Est-ce que tu as une définition de l'échec, un regard sur le mot échec ? Il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué de par mon métier. Je te donnerai celui d'avant, c'est-à-dire que je n'osais pas faire quoi que ce soit, parce que si je le faisais pas correctement, encore une fois, selon qui, selon quoi, tout le monde allait me regarder, tout le monde allait me voir, tout le monde allait me juger. Donc je ne testais pas. J'avais trop peur d'attirer l'attention sur moi. Et aujourd'hui, ça va être plus comment on appelle ça, un axe d'amélioration. C'est vraiment un point de départ. Et ça change la donne complètement quand tu te dis ça. Quand tu dis que de toute façon, tu es obligé de pondre un truc pour pouvoir réajuster et savoir ce que toi tu veux. Et que finalement, l'échec, c'est seulement si c'était pas aligné avec ce que tu voulais exactement. Et que chacun a sa propre définition finalement de la réussite ou de l'échec. Est-ce que tu peux estimer le pourcentage d'échecs dans ta vie, en gros à la louche ? En fait, alors je t'aiderai pas, je te donnerai pas la réponse de tout le monde parce que je te dirai clairement, et ça n'a pas changé depuis que je suis petite, c'est 0. J'ai jamais là-dessus, en fait, moi je suis plus focus sur devant moi, qui me fait peur, qui m'a toujours fait peur. Je veux pas faire la nana, ah non mais moi je vais de l'avant, etc. Non, l'avenir me faisait peur, j'avais peur d'échouer dans le futur. Une fois que c'est fait, on en parlait tout à l'heure, une fois que c'est fait, tu reviens pas dessus. Ça t'a apporté autre chose, ça t'a amené ailleurs, etc. C'est pendant que je vis le truc, peut-être pendant que je vis encore la problématique, que ce soit une décision que j'ai prise, un boulot, une relation ou n'importe quoi, et que je suis encore dedans, je peux le considérer comme un échec,
Mais une fois que j'en suis sortie, c'est terminé. Et est-ce que tu as toujours vu les choses comme ça ou c'est quelque chose que tu as vraiment travaillé? J'ai toujours vécu ça comme ça. J'ai toujours vu les choses comme ça. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, chez toi, que tu as cette vision, cette façon de voir les choses comme ça? On va rentrer dans le dur, là, dans le perso, mais ça me va. C'est vraiment lié. Non, ça me va très bien. Mais ça va être intéressant, je pense. Forcément, c'est lié à l'enfance, fonctionnement de protection, où ce que tu vis actuellement, la vie que tu as ne te convient pas, ne t'épanouit pas, ne te rend pas heureux. Donc forcément, tu vas plus te focaliser sur l'avenir et projeter, et pas du tout te concentrer sur le passé, et pas sur le présent. C'est pas spécialement une bonne chose. Donc ça, j'ai appris à le faire au fur et à mesure, parce que c'est la partie la plus importante, le présent, finalement. Mais à ne pas du tout me focaliser sur ça. Parce que si je me focalisais là-dessus, j'allais forcément être malheureuse. Donc je m'accrochais à l'avenir constamment. Donc il y a des choses sur lesquelles, tu vois, on dit aussi dans ma pratique de PNL qu'un des présupposés, il n'y a rien de négatif ou de positif, il n'y a que de l'utile et de l'inutile. Donc jusqu'à un certain âge, ça m'était très utile. Le temps que je ne décide pas de ma vie, où je dépends de mes parents, de ma famille, etc. Mais il arrive à un moment où ça peut te nuire. C'est-à-dire que je suis arrivée après en couple, où j'avais encore cet état d'esprit-là. Donc forcément, je ne construisais pas au présent. Et je projetais encore à l'avenir avec les craintes, etc. Et je comparais à ce que j'aurais voulu pour l'avenir et à aujourd'hui, et ça ne matchait pas. Donc forcément, ça ne te rend pas super heureux. Donc il y a toujours des ajustements à faire, finalement. Est-ce que tu te souviens, dans ton histoire personnelle, la première fois que tu as eu un sentiment d'échec ou peut-être une douleur? Ça peut être en classe, ça peut être en sport, ça peut être dans ta vie familiale aussi. D'échec, allez, ça va être surtout au niveau de... Ça va être au niveau de mon comportement, entre guillemets, où j'ai beaucoup eu de gens autour de moi qui pouvaient être gênés par mon comportement. C'est-à-dire que je pouvais être un peu faux-folle, etc., ou m'exprimer simplement, mais je pouvais avoir des gens autour de moi qui étaient extrêmement discrets. Ça pouvait être ma sœur, ça pouvait être ma mère, ça pouvait être des amis, mon conjoint, où je sentais que je pouvais les mettre mal à l'aise, et là, je m'en voulais. Là-dessus, pour moi, c'était merde, voilà, ou tu sais, peut-être que j'ai trop parlé, peut-être que j'ai pris trop de place, tu vois, et que d'autres n'ont pas eu assez d'espace. C'est peut-être un truc sur lequel, celui-là, je l'ai traîné longtemps. Je l'ai traîné vraiment longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Une forme de doute, de remise en question un petit peu. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que, d'après toi, donc j'ai un peu l'impression aussi que cette espèce... parce qu'en fait, finalement, là, dans ce cas de figure, si l'autre n'existe pas, cette sensation un peu de doute de est-ce que j'ai fail, est-ce que j'ai échoué, n'existe pas. Donc, j'ai l'impression... Est-ce que, d'après toi, ce sentiment, en fait, d'échec, entre guillemets, ou de doute, il est relatif au regard de l'autre? C'est une très bonne question, parce que je travaille beaucoup là-dessus, à comprendre, justement, parce que je suis entre les deux. On m'a déjà fait cette remarque-là, je m'en suis déjà rendu compte, et j'ai envie de dire oui et non. Parce que je me dis que même si les gens ne sont pas là, j'ai quand même cette sensation-là, par rapport à moi-même. Donc j'ai cru longtemps que c'était par rapport aux autres, mais c'est mon exigence vis-à-vis de moi-même. Donc que les gens soient là ou pas, j'ai quand même cette sensation-là. Est-ce qu'il y a un échec avec lequel tu te lèves tous les matins? Peut-être au niveau de l'éducation de mes enfants. Parce que c'est pas toujours évident, on se remet beaucoup en question. Je n'aime pas avoir de responsabilité. Et je suis responsable de mes enfants. Et quoi que je dise, quoi que je fasse, ça aura un impact sur eux. Donc ça peut te pétrifier. Donc à la fin de la journée, t'es là, tu regardes un petit peu ta journée, tu te dis putain, j'ai dit ça, mince, du coup, qu'est-ce qui va se passer plus tard? T'as conscience que le moindre petit truc que tu peux dire ou faire a un énorme impact sur la vie de ton enfant plus tard. Et puis après, je relativise, j'essaye de me parler à moi-même en me disant, de toute façon, tu feras forcément quelque chose qui sera interprété d'une manière ou d'une autre par tes enfants et qui fera qu'ils prendront une direction ou une autre. Donc, à partir du moment où tu fais de ton mieux, et c'est un truc qu'il faut que je me répète tout le temps. Oui, parce que quelque part, quand tu dis ça, il y a aussi cette espèce de regard que tu peux avoir un peu de hauteur de vue et qu'effectivement, on est tous humains et parfois, on essaie de courir vers une perfection ou une idéalisation de notre comportement qui est peut-être une chimère. Peut-être qu'il y avait évidemment des choses Pour moi, d'après moi, à partir du moment où tu as la conscience que tu as peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est déjà un travail
d'amélioration de soi et de correction, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'on souvent on s'en veut après avoir réalisé quelque chose. Ouais. Sauf que si tu n'avais pas vécu cette expérience-là, tu ne l'aurais pas réalisé. Tu vois, il y a beaucoup, je vais aller peut-être dans le trash, mais il y a, par exemple, tu as des femmes qui vont se faire agresser sexuellement et elles vont s'en vouloir de ne pas avoir réagi autrement. Sauf qu'elles n'avaient pas imaginé, elles étaient à 100 lieues d'imaginer que ça allait leur arriver, ça. Donc c'est plutôt de se dire, ok, bah maintenant c'est arrivé, je sais comment je pourrais réagir à partir de maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a un échec, quelque chose que tu as traversé, peut-être une expérience qui t'a appris quelque chose qui t'a appris beaucoup sur toi, sur la vie, sur... Oui. Ma relation avec le père de mes enfants. C'était pas facile du tout. Ça a été une très longue relation, très difficile et très douloureuse pour moi. Et quelque part, maintenant que j'en suis sortie, je le vois autrement. Sur le coup, tu as l'impression que l'univers est contre toi. Tu sais pas comment t'en sortir jusqu'au moment où tu dis ok, bah, c'est à moi en fait de faire quelque chose, de me respecter moi-même, de me sortir les doigts du cul. Et c'est ce qui fait que tu te réveilles. C'est jusqu'ici, tu te laisses porter. Tu subis, encore une fois, comme je te disais, ces choses-là, ces fonctionnements qui peuvent être utiles à un certain moment, mais tu arrives à une autre étape de ta vie où tu dois fonctionner autrement. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Quand tu es enfant, tu peux rien faire, tu dépends de ta famille, de tes parents, donc tu suis. Sauf que moi, j'ai continué dans cette voie-là, à me laisser porter, à espérer et imaginer un futur idéal qui n'arrivait pas, et à subir un petit peu une relation qui ne me correspondait pas. Donc, il a fallu que ça me pousse encore et encore et encore, et que ça me fasse souffrir encore et encore, jusqu'à ce que je comprenne que c'était à moi de faire des choses, quoi. Ouais. De me responsabiliser sur moi, parce que ce truc de la responsabilité dont je te parlais, c'était pas seulement sur les autres, c'est aussi sur moi. Me sentir responsable, tu sais, quand tu crois que ton bonheur dépend des autres, ou que si t'es malheureux, bah, c'est parce qu'un tel ou un tel ou un tel a fait ça. Et à partir du moment où tu te rends compte de ça, que si toi, t'es pas heureuse et que ta vie, elle va de travers, entre guillemets, c'est parce que c'est à cause de toi, et que si elle peut aller bien, ce sera grâce à toi aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a, au-delà de cette histoire avec le père de tes enfants, un endroit où on t'a mis en échec malgré toi? Quelque chose, peut-être une collaboration, quelque chose que tu as tenté, quelque chose où vraiment c'est peut-être la personne avec qui tu as tenté un projet, ou peut-être enfin voilà, un échec qui a été un petit peu causé par quelqu'un d'autre, où tu peux pas imputer à toi toute la responsabilité de cette... C'est très difficile de dire ça, parce que mon état d'esprit ne me permet pas de dire ça aujourd'hui. Et j'en suis contente, parce que j'ai pas l'impression qu'il me piège et qu'il m'est inutile. Ouais. Je m'impute tout. C'est moi. Tout le temps moi. Dans n'importe quelle relation. Ça lui appartient à la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas. Et est-ce que moi, je veux recevoir ça? Est-ce que moi, je veux ça dans ma vie, oui ou non? Ouais. Donc c'est vraiment me responsabiliser de A à Z. Et c'est là que je reprends le contrôle sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Bien sûr, on n'a pas le contrôle sur tout. Je ne peux pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Mais j'ai découvert aussi qu'en travaillant que sur moi, sur ma propre responsabilité, j'influence les autres aussi. Ouais. Est-ce que c'est pas trop lourd, ça, parfois, Si. quelque chose que tu gères? Ouais. Si, ça peut être lourd, mais en soi, c'est moins lourd que ce qui m'attendrait si je le faisais pas. Parce que si, par exemple, avec mon conjoint, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, et je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais me mettre dans mon coin. Et je vais me dire, ok, si ça me dérange, c'est que ça titille quelque chose chez moi. Qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord le travailler, parce que je suis vraiment pas parfaite. Parce que si je vais le voir tout de suite, je vais l'attaquer tout de suite. Ça va être, c'est de ta faute, regarde ce que tu as fait de travers, etc. Ça va pas, je te reproche ça. Alors que si je le réfléchis d'abord de mon côté, en allant le voir, je vais vouloir trouver une solution commune, tu sais, le fameux win-win. Ouais. Mais du coup, tu peux avoir cette sensation aussi de ravaler ton émotion. Donc là, ça peut être un peu douloureux. Ce qui n'est pas facile du tout, quoi. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que gérer ses émotions, l'humain, il est très fréquemment bousculé par ses émotions, et les gérer surtout sur des trucs un peu pulsionnels comme la colère, la rancœur, des choses comme ça. Mais justement, quand tu le vis, c'est le moment... Je pense qu'il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire quand tu le vis, tu reçois, que ce soit la colère ou la tristesse ou n'importe quoi, ok, tu l'acceptes, c'est là. De toute façon, tu peux rien faire, parce que si tu luttes, ça te fait encore plus mal.
Et puis ensuite, tu l'observes, tu regardes, qu'est-ce qui se passe. Moi, je pars de ce principe-là maintenant. C'est hors de question de laisser l'émotion. Ok, je la laisse venir, mais j'ai pas spécialement envie qu'elle revienne régulièrement. Donc peut-être la comprendre sur cette situation-là que je ne connaissais pas d'avant et l'étudier. Tu peux pas te dire, ok, je bute sur une marche aujourd'hui, puis demain je repasse, je sais qu'il y avait une marche et je rebute encore dedans et encore et encore et encore. Tu vois ? Donc quelque part, c'est ta responsabilité de te dire, bon, bah oui, j'ai cette émotion-là, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce que tu accumules un petit peu sinon ton sac de merde. Et dans la vie, tu vas avoir encore plein de situations. Et là, tu es complètement submergé après. Donc, d'après toi, c'est vraiment la clé pour gérer ce genre d'émotions et de moments difficiles, quoi. Ouais, c'est vraiment de recevoir l'émotion. Elle est là, de l'observer, de, entre guillemets, trouver des outils qui peuvent t'aider à la maîtriser, que ce soit à travers la respiration ou à travers la visualisation. Donc, te projeter encore autre chose. Comment j'aimerais me sentir dans cette situation-là ? Comme ça, tu t'apaises. Et à partir du moment où enfin tu es apaisé, là, tu peux observer ton comportement et qu'est-ce qui se passe et la situation. Parce que quand tu es dans ton émotion, c'est très difficile. Donc ça, c'est des armes que tu utilises, la respiration, peut-être la méditation. Est-ce que tu utilises la méditation, la cohérence cardiaque aussi peut-être, C'est exactement ça, c'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment me concentrer sur ma respiration. Observer un petit peu ce qui se passe, où est-ce que je ressens ma douleur, où est-ce que je ressens mon émotion. Moi, c'est souvent dans la gorge ou dans le ventre. Et je vais juste l'observer. Et puis, la cohérence cardiaque vraiment m'aide à me défaire de ça. Et puis aussi la projection. Beaucoup la projection. Si je me dispute avec quelqu'un ou quoi, je vais projeter une belle image de ma relation avec cette personne. Ce qui compte vraiment pour moi, je vais le projeter. Je vais faire en sorte que ce soit bien clair d'entendre des choses, de voir des choses et de ressentir des bonnes choses. Et à partir de là, je vais commencer à analyser la situation. Et tu y arrives souvent, ça, vraiment ? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des outils qui te permettent d'aborder le conflit justement à froid, avec un léger recul qui te permet vraiment de maîtriser émotionnellement la situation, quoi. Complètement. C'est un truc qui m'a changé la vie parce que je suis hypersensible. Je refusais un petit peu de mettre cette étiquette parce que beaucoup, quand on se dit je suis hypersensible, bah, ils se victimisent un peu. Ils se victimisent, ils rentrent dans la plainte et ok, ça y est, j'ai compris, je suis hypersensible, donc je peux me permettre de. Oui, tu as tes émotions, ok, tu les acceptes, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais pour les maîtriser ? On te parle de super pouvoir, etc. Oui, c'est un super pouvoir. C'est un peu à la Superman, tu vois, qui a la capacité d'entendre très loin, mais s'il ne maîtrise pas ça, il entend tout et c'est un suicide, quoi, après, derrière. Donc, tu te dois de maîtriser ça. Ok, je constate que j'ai l'étiquette de ça, j'ai l'étiquette de victime, de machin, de n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu vois ? Et donc, moi, avant même de trouver les étiquettes, j'ai toujours constaté, ok, j'ai ce truc-là qui m'emmerde dans ma vie. C'est fameux ce que je te disais, pourquoi j'ai fait la Queen Nation, si j'ai ce truc-là, c'est hors de question. Pour moi, ce serait stupide de laisser le truc continuer à me pourrir la vie, quoi. Donc, c'est des exercices que j'utilise et ça marche vachement bien. Et ça fait combien de temps que tu utilises ces techniques ? Ça fait combien de temps que j'utilise ces techniques ? En fait, l'élément déclencheur, c'est ma relation actuelle. C'est que je sais comme il est, je connais ses intentions. Et je veux me baser que sur ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était hors de question que ça nuise à notre relation. Je ne voulais pas. Donc, il a fallu que je trouve des solutions. Il a fallu que je travaille sur moi parce que j'avais vraiment envie de garder ma relation. Et donc, simplement, naturellement, je me suis dit, je vais travailler sur moi. Est-ce qu'il y a un trait de personnalité chez toi dont tu te méfies ? Tout à l'heure, tu parlais à une époque, voilà, tu as tendance peut-être à dire... ce que tu penses, Est-ce que ça fait partie de ça ? Est-ce qu'il y a un trait de personnalité chez toi dont tu te dis, tiens, j'ai conscience de ça, ça peut m'amener sur des terrains un petit peu dangereux, ça peut être mal pris par l'autre, ça peut peut-être générer des conflits ? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. J'ai eu une période où je me disais, ouais, et alors, fuck, tu vois. Plus jeune, j'étais extrêmement réservée, timide. Voilà, je ne parlais pas du tout. Et puis, il y a eu le moment où, enfin, je rencontre des personnes dans ma scolarité qui me permettent de m'éclater et d'ouvrir un peu les vannes et d'être moi-même. Mais ça ne marche pas partout. Donc, que ce soit, par exemple, pour l'humour ou peut-être de dire les choses sans filtre, sans spécialement attaquer les gens. Où on a pu me dire aussi, on a pu croire que j'avais un caractère fort parce que je parle beaucoup et donc ça peut faire peur aux gens.
Et donc, j'étais dans cette phase de fuck, et alors, je m'en fous. Sauf que ça me nuisait. Si c'était des gens de mon entourage, c'est OK, je suis comme ça. Si ça convient pas, je peux rien faire de toute façon. C'est sa perception. Cette personne-là, elle est bousculée par ma manière d'être. Je ne peux rien faire. Ça n'a rien à voir avec elle. Donc, je fais mon chemin. Sauf que professionnellement, tu peux pas faire ça. Tu te dois de trouver un terrain d'entente. Tu sais, tu as ton cercle, puis celui de l'autre, et tu peux pas ni être dans ta partie qui n'est pas commune à l'autre, ni aller, toi, sortir de ta zone et aller dans celle de l'autre. Ouais. Donc, tu dois trouver le truc commun. Tu dois permettre peut-être aux gens d'avoir le temps de te découvrir, de te connaître et de savoir d'autres choses sur toi pour ne pas avoir tout de suite des idées reçues, parce que ça part d'idées reçues. Donc, au départ, tu es en colère parce que tu dis « mais ils ne me connaissent pas et ils ont ces idées-là ». Et puis, finalement, ça peut t'éloigner des gens. Et moi, je pars du principe, c'est mon gros travail, mon gros challenge aujourd'hui, c'est d'aimer tout le monde. C'est un énorme challenge que je veux me donner parce que je perçois énormément, de par mon métier et de par mon côté hypersensible, tout de suite, je perçois des fonctionnements des gens, immédiatement. Tu sais, tu as des fois où tu vois une personne qui est en train de te dire quelque chose et tu dis, mais elle se fout de ma gueule, je vois bien que c'est pas du tout... c'est pas ce que je vois, ce qu'elle me dit. Sauf que cette personne-là, elle ne s'en rend pas compte. C'est totalement inconscient. Donc, tu peux croire que la personne se moque de toi, alors que pas du tout. Donc, c'est d'accepter ça et de... Donc, voilà, mon challenge, c'est d'aimer les gens, d'accepter que c'est peut-être pas évident pour eux de m'accepter comme je suis, d'y aller progressivement. C'est ce qu'on appelle un peu le leading et le pacing, qu'on utilise aussi en coaching. C'est-à-dire que tu te mets au rythme de la personne en face de toi et progressivement, tu auras plus de facilité de l'amener vers toi. Et puis souvent, ce qu'elle rejette chez toi, c'est ce qu'elle rejette chez elle aussi. Ouais. Tu vois. Donc là, quelque part, en le faisant, en allant dans son terrain et en l'amenant, tu vas lui permettre aussi de développer quelque chose qu'elle a en elle et qu'elle rejetait. Et c'est vrai qu'on a tendance à reprocher chez l'autre ce qu'on n'aime pas chez nous de manière inconsciente, quoi. C'est fou. Et est-ce que tu penses que ce travail que tu fais sur toi, il pourrait te conduire, évidemment, si tu ne maîtrises pas encore cette chose-là, à un prochain échec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait un petit peu peur justement, tu parlais du futur et de la projection. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être ton prochain échec? Ouais, vraiment, comme je te dis, de peut-être être affecté déjà par le comportement de certaines personnes, alors que ce n'est pas du tout... délibéré. Leur but, un des présupposés que je suis, c'est que tout comportement a une intention positive, quel qu'il soit. Et si tu suis ça, tu épanouis. Hein. Les émotions, tu les gères, tu les maîtrises beaucoup mieux. Mais j'ai encore des choses sur lesquelles je suis titillée. Peut-être parfois, quand tu aides quelqu'un, quand j'accompagne des personnes, j'arrive à ne pas le montrer, mais je peux être en colère à l'intérieur, tu vois, et j'appréhende. Par rapport à ce que tu vois ou ce que tu entends ? Par rapport à ce que je vois et ce que j'entends. Et par rapport à des croyances limitantes ou autres que la personne peut avoir, par rapport à plein de choses. Et tu dis, mais putain, j'ai envie de la secouer, tu vois. Et c'est ce fameux truc où je t'ai dit, je perçois des choses inconscientes, où tu as l'impression que la personne se fout de ta gueule en face, alors qu'elle n'en a juste pas conscience. J'ai peur de rentrer dans le truc en disant mais c'est pas possible, parce que moi je le vois, mais qu'elle le voit pas. Donc j'ai bien peur de lui rentrer dedans là-dessus. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui me fait peur. C'est pour ça que je travaille sur ça, sur le fait d'aimer les gens, sur le fait de prendre vraiment conscience, mais de l'incarner complètement, que ce soit naturel et fluide, et pas le conscientiser à chaque fois. Pas avoir à chaque fois, avant chaque séance, me dire ok, la personne a fait de son mieux, la personne elle ne sait pas faire autrement, c'est pour ça qu'elle est là, tu vois, parce que toi tu peux arriver à un niveau de spiritualité où la personne elle n'est pas. Et donc ma compréhension par rapport à ça. Et est-ce que quelque part ton métier c'est aussi apprendre à développer des armes justement, et toi-même utiliser les armes que toi tu es en train d'apprendre pour les transmettre à l'autre? C'est un petit peu ça aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi pourquoi j'aime ce métier vraiment d'amour, quoi. C'est que, égoïstement, ça me fait travailler moi-même parce que souvent, on attire des problématiques qu'on a actuellement. Donc, ça te fait travailler beaucoup et ça, c'est juste génial. Qu'est-ce qui pourrait être mieux aujourd'hui dans ta vie ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux aujourd'hui dans ma vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux ? Bien sûr.
Il y a toujours plein de choses qui pourraient être mieux. Il y a tout qui pourrait être tout le temps mieux. Mais justement, je travaille là-dessus pour éviter d'aller chercher des choses qui pourraient être mieux. Ouais. Et revenir sur aujourd'hui, parce que j'ai toujours observé, comme je te dis, l'avenir. Et oui, mais il pourrait y avoir ci dans ma vie, il pourrait y avoir ça dans ma vie. Donc, ok, faire un petit voyage dans le futur pour dire ce que je veux. Ok, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Et puis après, revenir et kiffer mon présent et comme il est, quoi. Ouais, te rendre compte que ça va, quoi. Donc, c'est plutôt ça mon challenge, moi. C'est un peu, ça me fait penser à cette... j'allais dire ce dogme, mais non, mais de chercher le bonheur, pas dans un futur accomplissement, mais aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent, et se rendre compte que ça va, quoi. Ouais. Que ça pourrait être pire. Toi, il y a des choses qui pourraient être pires aujourd'hui auxquelles tu penses et tu te dis, quand même, j'ai tout ça, c'est cool, et je pourrais ne pas avoir ça. Mais c'est ça, c'est que parfois, on vit tellement à 100 à l'heure qu'on oublie pas mal de choses. On oublie de profiter de ce qui se passe. Et surtout, on oublie que ce qu'on vit actuellement, c'est fort probablement ce qu'on a souhaité à un moment donné dans sa vie. Ouais. Donc, quand je ralentis ma vie et que j'observe, je m'arrête, ça c'est mon kiff du moment. Je veux ralentir vraiment ma vie parce que je sais que je suis capable de faire de grandes choses. Mais si tu dépasses une certaine frontière, tu n'es plus capable de rien faire. Ouais. Donc, je frôle, je flirte avec le trop tard, le moment où tu bascules et c'est chaud. Donc, j'essaie d'en faire beaucoup moins, même si je sais que je pourrais faire plus, pour continuer d'apprécier ce qui est en train de se passer. Et de comparer surtout à ma situation d'avant. On oublie vite. Le moment où tu fais ce switch, où tu as changé ton état d'esprit, tu as changé ta situation. Tu sais, un peu comme quand tu es malade, que tu as une petite crève et que tu as mal à la gorge et que tu te dis, putain, c'était bien quand même quand j'allais bien, tu vois. J'avais de la chance quand même de me sentir bien. Et puis quand ça va mieux de nouveau, c'est tellement progressif que tu reprends ta vie normalement et tu te rends plus compte, en fait. Ça, c'est dingue. Donc, c'est ça. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup aussi, ouais, de ce truc où, je sais pas, c'est peut-être l'ego tout d'un coup qui se réveille et qui dit toi, dans ton travail, quand tu coaches les personnes, est-ce que justement tu es confronté à des situations d'échec que tu identifies très vite et où tu sais où taper, c'est pas du tout le bon mot pour ça, mais tu sais où travailler. Tout à l'heure, tu disais que tu voyais des choses très vite chez les gens. Est-ce que tu arrives à identifier quand quelqu'un arrive avec une problématique parce qu'il peut y avoir la problématique qu'elle t'expose, et puis il y a ce que tu vois toi, qui peut être la vraie source en fait, qui a causé ce problème-là. J'imagine que parfois les gens sont à côté du vrai problème aussi. Oui, parce que souvent, j'en parlais avec justement une cliente ce matin, c'est ce fameux bénéfice secondaire. Tu as envie de te débarrasser de quelque chose, d'un comportement, d'une attitude. Pourquoi ça m'affecte, tu vois, par exemple, on a tous des parents peut-être ou des personnes autour de nous qui se plaignent tout le temps d'être malades mais qui se soignent jamais, tu vois. Mais parce qu'il y a un bénéfice secondaire. Tu sais que quelque part ça comble autre chose, ça va attirer l'attention des gens, ils vont venir les voir. Comme hier, je rencontrais aussi quelqu'un dans un groupe, un meet-up que j'ai fait. Et c'est quelqu'un qui a quasiment tout organisé, qui a été un peu leader de fête, qui s'est proposé de faire plein de choses et qui met toujours tout le monde en avant. Et je me suis rendu compte, mais tu peux pas leur dire parce que c'est ça le truc, c'est que toi, tu meurs d'envie de leur dire et tu sais que ça va tout flinguer si tu leur dis. Tout va se casser la gueule. Parce que ça voudrait dire qu'ils sont égoïstes, qu'ils le font pour eux. Et beaucoup d'êtres humains ne l'acceptent pas, que ce qu'ils font, c'est complètement égoïste, mais que c'est OK. Parce que si tu acceptes que toi, tu es égoïste, tu acceptes que les autres le soient. Et du coup, tu t'entends peut-être mieux avec les gens. Et donc, cette personne-là mettait beaucoup les autres en avant. Et tu te rends compte que finalement, elle était vachement mise en avant. En mettant les autres en avant. En fait, en faisant ça, tu te rends compte que finalement, non-stop, on a parlé quasiment que de cette personne-là, quoi. Ah oui, c'est fou. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que l'être humain est comme ça, c'est-à-dire que plus tu vas lui donner, plus il va avoir envie de te rendre l'appareil. Donc ça, c'est une technique de manipulation, ça reste un terme positif quand même, parce que ça ne nuit pas à la personne. Mais si tu as envie que la personne t'écoute, bah, tu l'écoutes d'abord. Donc c'est vraiment un truc dont c'est ces fameux trucs que les gens ont envie de se débarrasser, mais j'arrive pas à me mettre en avant. Bah oui, mais tu as trouvé ta manière de te mettre en avant.
Pourquoi tu as envie de changer ça ? Ou j'avais eu une personne qui me disait, je suis trop timide, j'en ai marre, au boulot, on retient pas mon prénom. Et finalement, donc, tu creuses un petit peu, tu te rends compte que quand elle était plus jeune, son père voulait pas spécialement qu'elle aille parler à tout le monde, il voulait qu'elle soit discrète, donc elle était plutôt discrète. Et puis après, tu découvres qu'en fait, elle a eu une technique aussi de protection où elle n'était pas du tout timide. C'était plutôt, OK, j'attends de voir les gens comment ils sont. Et une fois que je sens qu'ils sont OK, je peux les faire rentrer dans mon cercle, dans mon espace, parce qu'ils viendront pas tout saccager à l'intérieur, tu vois. Donc, c'est une technique développée par les hypersensibles, en fait. Où beaucoup d'hypersensibles, tu pourrais croire qu'ils n'ont pas de cœur, alors que c'est le contraire, c'est une technique de protection. Donc, pourquoi tu veux t'en débarrasser ? Donc, quelque part, c'est soit je mets le doigt dessus et la personne réalise que c'est une technique qu'elle a mis en place. Ah, OK, d'accord. Non, j'ai pas envie de m'en débarrasser, c'est très, très bien. Maintenant, je vais juste reprendre le contrôle dessus. Ouais, je comprends totalement. Est-ce que tu as un top 3 de fails, de petits échecs, ça peut être quelque chose de léger, ça peut être quelque chose de plus profond, d'amusant ou pas, mais qui t'ont marqué, dont tu te souviens et sur lequel tu portes un regard. Un top 3 de fails. Ah oui, ça, alors là, mon Dieu, ces trucs-là, moi je suis Pierre Richard, hein, donc tous ces fails, des trucs où quand je suis un peu trop moi, entre guillemets, où je laisse en fait mon inconscient maîtriser le truc, où je reprends pas le contrôle avec mon conscient, il peut y avoir pas mal de petites merdouilles ou des trucs cons, tu sais, je suis en bagnole et si j'ai quelqu'un à côté de moi et que je parle, je sais pas où je vais. Ouais. Tu vois, des trucs à la con. Ou une fois, j'avais fait aussi un mariage, tu sais, tu as des espèces de jeux où tu dois aller choper un truc bleu dans la salle, quelque chose comme ça. On m'avait choisi, et moi, je déteste perdre dans les jeux comme ça. Quand j'étais gamine, les jeux vidéo, c'était une catastrophe, tu vois. Rien que je le ressens, là, tu vois, il est là. Et là, il fallait que je gagne. Je suis pas du tout une bonne perdante. Donc, c'est pour ça que je joue moins. Et j'avais chopé un truc sur la table parce que j'étais dans les 2 derniers, il fallait que je gagne et j'avais explosé tous les verres et j'avais mon fils de 3 semaines qui était à côté, des morceaux de verre qui sont tombés, je m'en suis voulu beaucoup, tu vois, il a rien eu du tout. Je précise, il va très bien, mais je m'en suis beaucoup voulu là-dessus et c'est là-dessus où je me dis OK, je vais reconscientiser ou ces moments aussi où je peux couper la parole aux gens parce que je pense beaucoup. Je pense énormément, donc la personne, elle va me stimuler, ça va être des déclencheurs quand elle me parle, et ça va m'emmener dans plein de choses. Donc c'est de mon métier déjà, tu vois. Et j'apprends à maîtriser ce truc-là, parce qu'il faut que je laisse la personne s'exprimer quand même. C'est intéressant, parce que là, par exemple, tu viens de dire, les jeux vidéo, c'était compliqué de perdre. Là, il y a ce jeu-là, ça avait un enjeu, alors qu'on est dans un mariage. Donc il y a vraiment des éléments de personnalité qui t'ont un petit peu... j'allais dire obligé, mais où tu t'es dit, il est nécessaire que je travaille sur moi. Et ce qui est génial, c'est que le travail que tu fais sur toi, alors on parlait d'égoïsme, mais je comprends totalement, tu vois. C'est vrai que quand on a créé ce podcast avec Nico, on s'est rendu compte que nos échanges nous faisaient du bien. Et on s'est dit, s'ils nous font du bien à nous, ils peuvent faire aussi du bien aux autres. Mais on s'est dit également, et surtout, qu'en écoutant les gens, on allait aussi se nourrir de choses positives qui allaient nous aider. Avec effectivement cette idée de cool, on peut aider d'autres gens, parce que je ne sais pas si la vraie méchanceté existe, mais si on pouvait tous être heureux, ce serait génial. Mais effectivement, tout ce qu'on fait pratiquement dans la vie, tout ce qu'on décide de faire, c'est aussi pour se sentir mieux dans la nôtre. Mais si on l'acceptait, ça. Ouais. C'est surtout ça, c'est que moi je travaille là-dessus avec les personnes que j'accompagne, on est égoïste et c'est OK. T'as complètement le droit. Je lisais il n'y a pas longtemps dans un bouquin de Dev Perso, je ne sais plus ce que c'était, où il expliquait que si jamais tout le monde faisait les choses de manière égoïste, on ferait des trucs de dingue. Ouais. Si tu travaillais dans une entreprise pour que ça t'apporte quelque chose, à toi, tu ferais des trucs de dingue, tu serais complètement investi dans ce que tu es en train de faire. Il y aurait une vraie motivation. Mais complètement. Ouais. Et c'est OK, en fait. C'est parce que c'est mal vu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mal vu de ne pas être triste pour une situation. C'est mal vu, on a des idées reçues de qu'est-ce que ça doit être un être humain, comment il doit réagir. Mais on voit bien qu'on est malheureux en pensant comme ça. Pourquoi on ne changerait pas ? Pourquoi on n'accepterait pas un petit peu notre côté qu'on appelle sombre, tu vois, notre part de noirceur, et arrêter de dire que c'est une part de noirceur, finalement, et lui permettre d'exister, parce que tout ce que tu essayes d'enfouir n'a qu'une envie, c'est de rejaillir, et ça va te péter à la gueule, et pas au bon moment, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Le cumul, le
Le cumul est dangereux, il faut sortir les choses. On dit de plus en plus que les choses qu'on garde peuvent nous rendre malades. Et puis, tu as tendance à aller à l'opposé en plus. Tu sais, Ouais. je veux être gentil, je sens que j'ai envie de profiter de la situation ou de l'autre. Non, je veux pas être une personne comme ça. Donc, je vais aller encore plus. Et on va encore plus profiter de moi et je vais leur en vouloir. Et je vais m'en vouloir de leur en vouloir. Tout un système. Ouais. Est-ce que tu as un ou deux autres petits fails, petits détails de foirade un Waze sur la mauvaise adresse Un Waze sur la mauvaise adresse. Oh, j'avais une bosse une fois où j'avais mon ex. Je lui envoyais des messages, c'était hyper urgent. Je crois que c'était pour aller récupérer les enfants, quelque chose comme ça. J'étais en déplacement. Et en fait, j'étais en train d'écrire à ma boss. Et je lui dis mais putain, tu vas répondre, mais tu réponds pas à mes messages. Elle dit oui, j'ai pas vu tes messages. Je dis pardon, mais c'était pas à toi à qui je voulais écrire. Ouais. Non, mais l'horreur, quoi. Donc tu lui dis mais putain, tu vois, ça fait 2 mois que tu as commencé ton nouveau job, presque. Je te jure, c'est ça, quoi. C'est dingue. Donc ouais, ça c'était un beau fail. Ça, parce qu'ils avaient le même prénom. Mais pas du tout. Mon mec et elle, non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Ils se ressemblaient un peu. Non, je plaisante. Pas du tout. C'est que j'ai dû lui écrire juste avant. Tu sais, ces trucs-là où j'ai fait une fois une capture d'écran. Je parlais avec un mec que je côtoyais, tu vois, sur un site de rencontre, qui m'écrivait des trucs. Et puis, comme beaucoup de nanas, j'ai fait des captures d'écran que j'ai envoyées à ma meilleure amie. Sauf que je lui envoie lui. La capture d'écran, me dit, mais pourquoi tu m'envoies ça? Non, mais c'est parce que j'ai trouvé ça beau et j'avais envie de te le renvoyer. N'importe quoi. T'as eu de la chance de ne pas écrire un petit com avec la capture d'écran. Hein. Ah, non, Regarde-moi ce connard. Mais ouais, horrible, quoi. Ouais, ça peut être drôle, ces trucs-là. Ouais. D'après toi, quel pourrait être ton prochain échec? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire dans le futur qui te fait un petit peu peur? Ou évidemment, ça peut très bien se passer, mais il y a une partie de toi qui dit attention, tu vas dans une zone inconfortable. Tout. J'aime chanter, tu le sais. Et j'ai envie d'aller un peu plus là-dedans. Et mon exigence vis-à-vis de moi, ce fameux truc que je te dis où j'arrive à percevoir des choses, que ce soit chez les autres ou même chez moi, un potentiel. J'écoute quelqu'un, je peux entendre où peut aller sa voix. Je sais très bien ce qu'il peut faire. J'arrive à savoir si c'est ses croyances limitantes qui l'empêchent de développer sa voix ou si c'est juste du travail. Et du coup, j'ai ce même truc avec moi. Et comme quand j'ouvre la bouche, c'est pas du tout ce qui sort, ce que je voudrais, je suis en colère. Donc du coup, j'ai un petit peu peur que cet instinct-là n'existe pas vraiment et que je me leurre et qu'en vrai, je suis juste bidon, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu doutes vraiment sur tes capacités. Ouais, qu'en fait, t'es là entre deux trucs où tu dis non, je sais qu'en fait, je sais au fond de moi que je peux faire des trucs de dingue. Et en même temps, tu dis mais non, mais ça se trouve, t'es complètement à côté de la plaque et tu vas juste t'humilier, quoi. Et tu bosses là-dessus? Je travaille dessus. Ouais. Donc, il y a une partie qui commence à reprendre un peu le dessus, mais l'autre, elle est encore là. Ouais. Donc, il va falloir que je me mette d'accord avec elle pour qu'elle me foute la paix et qu'elle me permette d'essayer au moins un temps. Et puis après, pourra revenir plus tard. Et du coup, d'après toi, là, sur ce sujet précis, c'est une question de travail, une question de croyances limitantes ou un peu des deux? Non, croyances limitantes. Ouais. 100% croyances limitantes. 99,9 pour la terre entière, c'est croyances limitantes. C'est un peu comme Matrix. En vrai, si tu travailles dans ta tête, n'importe quoi, tu te le mets comme une disquette et tu le fais, en fait. N'importe quoi que tu veux faire. C'est vraiment juste lever l'appréhension, la crainte, l'inconnu, le je suis pas capable, observer les autres. Eux, ils l'ont fait en 6 mois, donc moi, je peux pas le faire avant. Que des croyances. Comparaison qui est horrible. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que se dire qu'on est capable de tout à condition qu'on y croit, déjà. Parce qu'effectivement, y croire, c'est déjà te dire, bon, j'y crois, mais maintenant, toutes les étapes pour y arriver, elles deviennent évidentes, simples, en se disant, j'y crois, donc je vais faire ça, ça, ça et ça, je vais arriver là-bas. C'est hyper intéressant et hyper encourageant aussi comme pensée. C'est la distinction entre, c'est Jim Carrey qui disait ça, entre y croire et avoir la foi. Ouais. Y croire, c'est pas suffisant. Avoir la foi, c'est, par exemple, tu as un ami qui est funambule et qui est sur sa corde et qui a une brouette. Y croire, c'est l'encourager, tu crois qu'il va y arriver, mais avoir la foi, c'est monter dans la brouette. La fameuse foi inébranlable. Ouais. En toi, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un justement qui traverse une situation difficile, qui vient de subir un échec,
pour avancer, se relever, continuer. Est-ce que tu as un conseil précis que tu donnes toujours, auquel tu crois fondamentalement? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être une gifle. Non, déjà, voilà, on va te dire qu'il n'y a pas de toute façon d'échec avec des axes d'amélioration, ça on le sait. Tu es obligé de démarrer quelque part pour rectifier le tir. Tu ne peux pas, d'entrée de jeu, ce qui se passe dans ta tête ne ressemble pas à la réalité. Donc, il va falloir à un moment donné le pondre physiquement pour pouvoir réajuster. C'est Edison qui disait, parce qu'il a quand même fait 10 000 essais avant de réussir à faire l'ampoule, et il a dit, j'ai juste trouvé 10 000 fois des manières de pas le faire, finalement. C'est pas des échecs, c'est vraiment... tu te dois de pondre quelque chose si tu veux qu'à un moment donné, ça ressemble à ce que tu veux. Et tu le rectifies progressivement. Tu es obligé de passer par là, en fait. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas juste ce fameux moment où ça y est, tu y arrives. C'est ça le problème, c'est qu'on visualise ce mot-là, il est devenu, il est devenu péjoratif, il est vraiment devenu moche, le mot échec, parce qu'on a envie de l'éviter, sauf que c'est juste pas possible. En fait, c'est vraiment, ça fait partie du processus. Ça fait vraiment partie du processus. Et si tu l'acceptes, tu iras beaucoup plus vite. C'est ça qui est juste incroyable. En fait, il faut accepter l'échec comme étape normale vers la réussite. C'est exactement ça. Ok. Merci beaucoup, Sabra. Merci à toi, Fred. Merci d'être venu.